Alors, rebonjour à tout le monde, ici et tous ceux qui sont ailleurs connectés. Rebonjour à cette conférence sur la santé comme levier d'action face au changement climatique. Ben, jusqu'à maintenant, on a parlé de l'urgence, de l'action, la politique, des exemples des villes, adaptation, mitigation, et d'ailleurs, dehors il pleut. Toute la journée. On a un mois de pluie dans un jour. Alors encore du de météo extrême, extreme weather, nous a empêché avec la connexion. Donc, je suis désolé, je pense que la connexion est mieux maintenant. Mais voilà, c'est la météo extrême qui nous affecte directement. Maintenant, on va parler comment faciliter l'action favorable à la santé et au climat. Comment est-ce qu'on le rend comme win-win-win pour tout le monde? Donc, I'm going to pass to English now because all of our Alors, je vais passer en anglais car tous nos panélistes parlent en anglais. Donc, rappelez-vous les questions postées sur la plateforme. Vous pouvez les poser sur la plateforme. Il y a également des micros dans la salle. Hashtag, n'hésitez pas à envoyer des tweets. Hashtag SPFrance. Hashtag IANFI. Hashtag for climate. Soit tout attaché, soit 3 tweets séparés. Mais tweetez, quel que soit votre choix. Alors, nous allons écouter notre première intervenante, Christina Tirado. Donc, je peux vous voir à l'écran de l'Université de Californie, Berkeley, UCLA. Non, UCLA, voilà. Alors, je vous vois bien à l'écran. Alors, comment est-ce que l'on fait en sorte que cela soit une relation gagnant-gagnant? Les co-bénéfices de l'action climatique dans les différents secteurs. Comment est-ce que cela devient donc une relation gagnant-gagnant? Comment pouvons-nous lier la santé à la lutte contre le changement climatique? Merci d'avoir posé cette question. Alors, quand nous préparions le chapitre sur la santé, nous voulions créer un espace sûr pour parler des co-bénéfices. On a donc souhaité avoir des décideurs politiques qui pouvaient avoir toutes les informations pour mettre en place des stratégies d'atténuation et d'adaptation. Donc, en plus des avantages, des bénéfices sur l'environnement, sur la santé, nous souhaitions mettre en place une évaluation sur les co-bénéfices. Par exemple, l'équité, le bien-être, en nous basant sur de nombreuses études qui avaient été effectuées, des évaluations, des études sur les avantages économiques. Alors, brièvement, les résultats de ces sessions. Dans la première version du deuxième rapport sur les impacts, l'adaptation et les vulnérabilités, nous avons constaté que nous devions recommander une action rapide, agir rapidement. Nous n'avons plus de temps à perdre. Tout retard dans les actions mondiales d'adaptation signifierait la perte de cette fenêtre de tir pour adapter et atténuer. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Dans notre rapport le plus récent sur l'atténuation, nous avons montré que les émissions de gaz à effet de serre qui causent le changement climatique ont atteint le niveau le plus élevé dans l'histoire de l'humanité. Alors, 2 diapositives plus tard, est-ce que je peux changer les diapositives?
Alors sur cette diapositive, on voit que les émissions en 2019 étaient 12% plus élevées qu'en 2010 et 54% de plus qu'en 1990. Alors, nous n'allons pas atteindre cet objectif de 1,5 degré avec cette trajectoire. Donc, le rapport s'est concentré sur les trajectoires d'atténuation climatique, sur l'adaptation et la durabilité. Alors, voici l'exemple de la santé et les risques en Europe, les risques clés pour l'Europe. Dans ce graphique, nous avons représenté donc les risques clés. Il y a eu donc 4 risques clés identifiés en Europe. Ces risques clés, en tout cas le premier, est centré sur la mortalité humaine, le stress calorifique qui a doublé et qui s'est accompagné d'une perturbation de l'écosystème à cause du stress calorifique. Et ce risque clé qui recoupe donc les êtres humains et les écosystèmes a des conséquences sévères. Il ne fait qu'augmenter en intensité, en durée. Et nous avons donc observé cela. J'aimerais vous donner une vision d'ensemble qui est très intéressante sur la manière dont l'évaluation a été effectuée dans ce rapport. Peut-être connaissez-vous le rapport sur les 1,5 degrés. L'évaluation principale de ce rapport porte non seulement sur les types d'adaptation, les possibilités d'adaptation, mais également, ce qui est important dans ce rapport, c'est que l'on se penche sur l'efficacité, la faisabilité de ces options d'adaptation. Alors bien sûr, je vous montre ici un résumé de ce qui peut être appliqué en Europe, mais il est important de comprendre que nous avons étudié la faisabilité sur le plan économique, technologique, institutionnel, socio-culturel et géophysique. Et donc si on passe en revue les différents chapitres, et dans le cas de la santé, on trouvera un grand nombre d'informations sur l'Europe. Nous pourrons également consulter ces évaluations qui vous permettront de savoir s'il s'agit d'obstacles socio-culturels, géophysiques. S'agit-il de la mise en place de nouveaux espaces bleus ou verts dans les villes urbaines, par exemple? Une fois que nous aurons étudié les options d'adaptation, une fois que nous l'avons fait, nous avons étudié les options à notre disposition. Dans chaque secteur, il y a des options à notre disposition. Nous pouvons donc nous en servir pour réduire de moitié les émissions d'ici à 2030. Nous pouvons garder cette idée donc d'atteindre une augmentation des températures d'1,5 degré d'ici à 2050. Mais nous aurons donc besoin de ces infrastructures de politique, ces technologies. Nous aurons besoin qu'elles soient en place. Alors, nous avons préparé cela donc pour les décideurs politiques et nous souhaitions pour commencer montrer les résultats en matière de santé si l'accord de Paris est appliqué. Alors, une réduction annuelle dans toutes les économies majeures d'ici à 2040.
Nous avons regroupé différentes études, évaluations qui ont étudié les réductions par an de millions de décès causés par la pollution atmosphérique, les millions de décès causés par le régime alimentaire ou les décès dus à l'inactivité physique. Voilà, c'était les messages clés pour les décideurs politiques. Puis, nous sommes passés à une étude par secteur. Nous nous sommes concentrés sur l'adaptation et l'atténuation, donc en travaillant avec le groupe de travail numéro 2 sur ce thème-là. Nous avons étudié les énergies renouvelables, propres, et évidemment, si nous voulons réduire les émissions de gaz à effet de serre, conformément aux accords de Paris, nous pourrons donc améliorer la qualité de l'air et passer et empêcher jusqu'à 71 000, 99 000 morts prématurées par an d'ici à 2030. Ces déclarations, en général, bénéficient d'une confiance élevée. Par exemple, dans le cas de l'urbanisation, nous avons regroupé la plupart des études sur les co-bénéfices de l'utilisation des vélos pour les villes européennes. Cela peut permettre donc des co-bénéfices physiques et mentaux avec un niveau de confiance élevé, une évaluation solide, des études qui sous-tendent cela. Tous ces co-bénéfices indiquent également une diminution des besoins d'utiliser son propre véhicule. Nous avons étudié les répercussions de transports publics abordables, l'accès aux moyens de transport actifs, ce qui contribue à des sociétés en meilleure santé et plus équitables qui ont accès aux moyens de transport abordables. Alors, je ne sais pas s'il me reste suffisamment de temps, mais c'est la même chose pour d'autres secteurs. On pourra en parler un peu plus tard. Le verdissement urbain, la création d'espaces verts qui contribuent à l'adaptation et à l'atténuation et améliorent la santé mentale, le bien-être. Différentes évaluations sur les infrastructures vertes urbaines ont été effectuées en Europe et par la Commission européenne. En effet, Christina, nous devons écouter les 3 autres participantes de ce panel pendant cette session. Voilà, en fait, j'avais terminé. Je voulais juste terminer par un graphique. J'ai mentionné les autres secteurs, mais je voulais vous montrer l'introduction des trajectoires de développement résilient face au climat. Ces trajectoires facilitent et nous permettent de gagner du temps en atténuant et en adaptant de manière simultanée. Voilà, je m'arrêterai là. Merci Christina. Effectivement, nous voyons qu'il y a beaucoup d'avantages. Et ma colocataire à l'époque à Paris travaillait pour le GIEC. Elle était très frustrée parce qu'elle se plaignait qu'ils avaient beaucoup trop d'informations en leur possession qu'ils ne pouvaient pas partager. Et maintenant, c'est très positif de voir que ces informations sont diffusées. Alors, passons à Francesca Racioppi, qui est la directrice du Centre européen pour la santé et l'environnement, le bureau européen de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé.
qui se trouve, le bureau européen qui se trouve à Bonn. Alors, voilà, c'est une très bonne chose que l'OMS participe ici. J'ai eu l'occasion de parler à Dr Tedros à la tête de l'OMS. Je suis ravie de pouvoir m'adresser à vous maintenant. Merci beaucoup. Merci, Christina, pour cette introduction complète à ce sujet. Alors, ce qu'il y a d'intéressant pour lancer la conversation, j'aimerais insister sur 2 points. Je crois que nous devons mieux comprendre comment accélérer les actions pour le changement climatique, comment accélérer les actions également au sein du secteur de la santé. Alors, pour commencer, comment procéder à cette accélération? On parle beaucoup de temps, de chronologie. Moi, en écoutant Christina, je me disais que en 1989, les États membres se sont réunis à Francfort. Les ministres ont adopté le chapitre de Francfort sur la santé environnementale. C'était en 1989, le changement climatique existait déjà. Pourtant, aucune action n'a été mise en place. Plus de 30 ans plus tard, nous attendons toujours ces actions. Alors, qu'est-ce qu'il doit changer? Quel est l'impact de ce sentiment d'urgence? Et c'est le contenu du rapport du GIEC. C'est un rappel de cela. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons intégrer ce sujet à tous nos programmes, nos ordres du jour, nos agendas. La deuxième chose, c'est que nous avons besoin d'arguments pour booster les investissements qui sont nécessaires maintenant. Montrer quels sont les leviers, les avantages, et non pas dans 30 ans. Nous ne devons pas faire ça au moment où nous souhaitons que le changement climatique soit contrôlé. Non, nous devons investir maintenant dans les énergies propres, dans l'air propre, dans des villes qui encouragent l'activité physique. Et les avantages de ces investissements se feront ressentir aujourd'hui et non pas dans 30 ans. Et ça, c'est quelque chose qui changera la donne quand on souhaitera convaincre les décideurs politiques. Deuxième chose qui nous sert ici, c'est que les preuves sont de plus en plus robustes, bien plus qu'avant, bien plus frappantes. Et c'est pour cela que nous pouvons prouver que les investissements dans le vélo, la marche, ne sont pas à la marge. Il ne s'agit pas de mesures environnementales à faible coût ou de discours du nord de l'Europe. Non, en investissant dans la mobilité active, non seulement nous soutenons une vie plus active, donc nous sauvons des vies, car chaque année en Europe, il y a plus d'1 million de personnes qui meurent dû au manque d'activité. Et cela permet également de réduire les émissions de carbone. C'est quelque chose qui est nouveau et qui a émergé des recherches les plus récentes. Donc, il s'agit des stocks en électricité, mais également d'un passage vers une mobilité active, car c'est ce qui permettra d'obtenir des réductions en carbone. Voilà, donc je vais conclure mon introduction en disant que à l'OMS, nous nous impliquons, nous souhaitons travailler avec les États membres pour mettre en place des preuves, développer des outils, et j'espère que pendant le reste de la conversation, je pourrai mentionner les quelques outils que nous avons développés pour appuyer ces actions. Nous souhaitons soutenir les décideurs politiques, le secteur de la santé, à ouvrir les yeux et à voir les opportunités qui proviennent de ces co-bénéfices. Et bien sûr, nous devons lier cela à notre travail d'adaptation, qui est le travail plus traditionnel de l'organisation. Mais moi, je me rappelle de l'été 2003 où nous communiquions avec nos collègues en France
quand nous traversions la canicule qui a tué 70 000 personnes cet été-là. Et c'est à cette époque-là que nous nous sommes réunis et que nous avons commencé à travailler sur des plans d'action pour faire face à ces vagues de chaleur, des systèmes d'alarme. Nous avons rassemblé la communauté internationale de la santé pour travailler sur ces questions-là. Je vais m'arrêter là et j'espère que je pourrai parler plus en détail de ces points-là un peu plus tard. Et Chris, je ne sais pas si vous souhaitez mentionner le fait qu'avec l'OMS, nous allons nous rassembler au Royaume-Uni avec la COP26, le lancement de la COP26 et du programme sur la santé. Et je n'en dirai pas plus car je veux que vous me posiez la question à ce sujet. Et je veux attiser votre curiosité à ce sujet. Francesca. Merci, Francesca. Alors, sans plus attendre, effectivement, je voudrais vous poser la question à ce sujet, mais j'aimerais passer la parole à Alexandra Kazmetchak, experte en changement climatique et santé, Agence européenne de l'environnement. Alexandra, au niveau européen, comment pouvons-nous faciliter, rendre cela plus attractif et lutter donc contre le changement climatique? Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be here. And indeed, I'm working at the European Environment Agency. It's an agency of the European Union whose job is to provide decision makers, but also the general public with a robust... Bonjour, donc je suis ravie d'être avec vous. Je travaille pour l'Union européenne. Je vais partager notre connaissance avec vous sur la santé humaine et la connaissance des solutions qui marchent, qui sont efficaces et qui sont efficaces au niveau coût et rendement pour justement que cet appel urgent à l'action soit efficace. Donc quelques diapos pour vous parler du observatoire du climat et de la santé européenne. Donc, c'est géré par l'Agence de l'environnement européenne, donc lancé l'année dernière avec de nouvelles adaptations, de la nouvelle stratégie basée sur la compréhension qu'il nous manque des informations suffisantes concernant le climat et la santé. Donc, nous avons recueilli des informations de plusieurs organisations qui travaillent soit en changement climatique, soit dans la santé. Donc, pour recueillir et combiner toutes ces informations pour justement faire une base de données d'informations. Donc, ça, c'est ce que nous sommes comme observatoire. C'est un partenariat aussi de toutes ces organisations que vous voyez, y compris donc l'OMS. Just to give you a bit of a flavor, what knowledge... Donc, pour vous donner une idée des connaissances qui se trouvent dans notre observatoire, par exemple, il y a l'inclusion des projections climatiques concernant donc les changements climatiques et de manière vulgarisée pour que ce soit facile à comprendre. Donc, les projets également. Nous travaillons très étroitement avec les scientifiques dans la santé, dans l'initiative lancée, qui analyse les tendances non seulement dans le climat, mais aussi au niveau de la population des 10 dernières années. Et l'on voit donc la population qui augmente, la chaleur extrême augmente. Et donc, en fait, c'est en quelque sorte la tempête parfaite en ce qui concerne les risques pour la santé humaine. Nous avons aussi des informations sur des avertissements précoces d'irradiation du service Copernicus qui suit donc l'atmosphère. Donc, quelques preuves, quelques informations publiées récemment sur la santé mentale face au changement climatique. Et donc, la connaissance ne fait que partie de l'équation. Il faut aussi connaître les solutions. Donc, récemment, nous avons regardé donc les politiques nationales sur le changement climatique et sur la santé et la manière de traiter
les risques, de gérer les risques et quelles politiques sont mises en place, quelles actions sont menées, préparées et menées. La plupart des actions consistent d'être préparatif. Donc, on suit les risques, on sensibilise. En fait, nous ne sommes qu'au début du chemin. Et quand on regarde ces actions, c'est tout à fait clé, mais il faut aussi se concentrer sur les actions à venir, des actions tangibles et des actions pratiques. Et en tant qu'exemple, au niveau de notre observatoire, nous avons des études de cas sur les solutions mises en place, traitant des risques divers. Et la solution, quand on regarde comment donc gérer les vecteurs de maladies, comment faire en sorte que les hôpitaux soient plus résilients en ce qui concerne les événements de chaleur extrême, donc une meilleure gestion avec un accès aux patients et aussi aux professionnels de santé. Nous avons un cas de Finlande sur 3 organisations non gouvernementales qui travaillent ensemble pour analyser l'éco-anxiété chez les jeunes et également quelques initiatives telles que celles qui créent des champions, par exemple, qui désignent les champions parmi, par exemple, les infirmières. Donc, ce sont des professions en qui on a confiance pour donc porter le message. En quelques analyses, beaucoup de résultats, mais ce que je voudrais surtout souligner, c'est que quand on regarde au niveau gouvernance, au niveau européen, il y a un engagement très clair pour travailler au travers les disciplines diverses et analyser les impacts sur la santé et comment trouver des solutions. Mais il faut aussi partager cette connaissance. Donc, voici comment vous mettre en contact avec moi et dans le public. Si vous avez une initiative intéressante, n'hésitez pas à nous le faire savoir, que l'on puisse travailler ensemble pour le publier. Comme ça, d'autres peuvent apprendre, d'autres peuvent être inspirés. Yes. Dziękuję bardzo, Alexandra. I might mention, are you still there? I guess. Vous êtes encore là? Vous êtes encore là? Oui, je pense que vous êtes encore là. Oui. Je voulais vous demander, au dernier Clean Air Forum à Madrid, il y avait votre patron qui a lancé l'appli de l'index de la qualité de l'air. Comme ça, les gens pouvaient regarder l'appli pour connaître la qualité de l'air dans leur quartier. Et c'est lié à des résultats. Donc, comme ça, les gens voient les résultats réels dans les initiatives dans leur ville pour rendre leur ville en meilleure santé. Est-ce que ça marche? Je dois dire que je ne travaille pas directement sur la pollution de l'air. Moi, c'est plutôt les impacts des changements climatiques sur la santé humaine. Mais en fait, je fais confiance à mon directeur. Si c'est vraiment possible de voir les effets de nos politiques pour améliorer l'air, donc j'y crois. Certaines actions locales qui visent la réduction de la pollution dans l'air, en fait, ça marche. Et des activités dans les villes telles que Malmö, en face de Copenhague, à l'autre côté du pont à Copenhague, ça montre que réduire la circulation, encourager les vélos et la marche, ça a une vraie incidence sur la réduction de la pollution. Oui, c'est vrai, des villes plus saines, la planète plus saine. Donc maintenant, on va passer à Tracy Cooper, directrice de la santé publique au Pays de Galles. Et du point de vue régional, quels sont vos efforts pour faciliter l'action favorable à la santé et au climat? Quelle est la situation gagnante-gagnant pour vous? Merci Chris, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Alors, est-ce que c'est possible? J'aimerais explorer justement votre question par le prisme de Covid et la relation avec le climat aussi, parce que ce sont des événements majeurs dans la santé publique et comment nous avons pris des actions ciblées. Donc, pour le Covid, c'est une syndémique. Donc, c'est une occurrence simultanée d'épidémie. Donc, on appelle ça une syndémie.
Donc le Covid seul et son incidence sur la maladie, sur la population, des populations qui n'ont pas pu avoir accès aux services de santé, et aussi son impact, troisièmement, sur la population socio-économique. Donc le Covid, et dans nos pays, cela a exacerbé les problèmes sous-jacents d'inégalité, d'inéquité, et avec une incidence différente sur des groupes différents, avec un impact sur la santé, le bien-être et la santé en général. Donc nous avons une collaboration au Pays de Galles avec l'OMS. Nous avons publié en mars 2021 un rapport qui était la santé, le bien-être et notre réponse au Covid. Nos collègues nous ont fourni le cadre pour regarder l'équité de santé, pour regarder les conditions et les déterminants qui comprennent donc les services de santé, la sécurité des revenus et la protection sociale, le capital social et humain, l'emploi et les conditions de travail, et enfin les conditions de vie. Quand on regarde donc les pays de Galles de ce prisme de la santé et notre rétablissement après le Covid. Donc, on a identifié les vulnérabilités qui ont été exacerbées, donc qui existaient avant le Covid. Donc, c'était les jeunes, les enfants, les groupes ethniques et minorités, des gens qui étaient en risque d'être dans la pauvreté, des gens avec des revenus insécurisés, précaires, et des marginalisés et socialement exclus. Et nous avons regardé quelles étaient les politiques publiques et interventions au niveau de la santé qu'il fallait regarder pour justement redresser ces inégalités. Je crois que beaucoup dans des pays différents aujourd'hui qui participent à ce séminaire trouvent que donc un des avantages avec le Covid, c'est qu'en fait, il a fallu analyser des preuves très rapidement, et cela nous a aidé à polariser, à exposer là où il faut faire des initiatives ciblées et universelles pour justement s'attaquer à ces inégalités. Et cela, cela veut dire mettre l'équité en santé au cœur de tout ce qui est politique et changement nécessaire pour justement protéger les gains de vie et puis le bien-être social. Pour répondre à votre question, dans ce contexte, au Pays de Galles et en Angleterre, on a 3 événements au niveau de la santé. Covid, le changement du climat, changement climatique, et aussi une nouvelle transition que vous allez connaître, le Brexit. Donc, octobre 2021, donc nous faisons nos analyses de l'incidence sur la santé, impact santé. On a regardé l'impact du climat, du changement de climat, Brexit et aussi le Covid, pour savoir comment rassembler ces 3 pour générer de meilleures prises de décision et changements de politique. On a regardé donc des impacts cumulés et individuels qui nous ont démontré qu'on ne peut pas traiter ces événements séparément. Il faut que ce soit de manière cohérente et synergistique. Et pour en revenir à votre question, les résultats à notre analyse qui ont regardé donc ces 3 domaines, nous avons identifié des déterminants clés impactés par Covid, Brexit et le changement climatique. Vous avez entendu déjà le bien-être mental, insécurité alimentaire, santé environnementale. Des groupes de population sont touchés par les 3, surtout dans les communautés rurales, des agriculteurs, des pêcheurs, faibles revenus, enfants et jeunes de nouveau. Et le climat pour nous, c'est Brexit et le Covid, en fait, aussi nous donne des opportunités pour s'attaquer justement à ces problèmes de manière directe et indirecte. Donc, je dirais que actuellement, nous avons une fenêtre d'opportunité pour effectuer du changement au niveau de l'économie, au niveau de l'environnement, l'opportunité de développer une concentration sur la révolution verte, les emplois verts, et pour que l'économie soit plus juste et plus durable.
Donc pour nous, mettre l'équité de santé au cœur de nos interventions et de nos politiques pour justement atténuer l'effet de Covid peuvent être conçus pour s'attaquer au changement climatique et aussi le Brexit. Mais en fait, il s'agit d'avoir la santé au cœur de nos politiques et que toutes les politiques transforment le bien-être et la santé pour notre population. Donc je ferme et je vous rends la parole. Merci beaucoup, Tracy. Je veux maintenant poser des questions autant que possible avant de passer à la conclusion. Une question pour Christina. Comment les équipes du GIEC voient ce manque de progrès et des limites des décisions des États membres en fait, qu'est-ce qui vous attire et votre attention concernant les enjeux pour le secteur de la santé? C'est peut-être deux questions différentes. Mais quel est ce manque de progrès? Il y a 26 pays, mais chaque pays doit avoir son plan, n'est-ce pas? Christina. Well, and at COP26. Bien. Alors, au COP26, nous avons mené des analyses, justement, des indicateurs. Ce sont des index, ce sont des engagements déterminés nationalement que les pays envoient justement au GIEC concernant les villes et leurs engagements. Votre première question concernant le GIEC et les politiques, la réception des politiques, eh bien, certains considèrent avec un désespoir. On voit des scientifiques, en fait, qui manifestent. Ça fait combien d'années qu'il faut qu'ils présentent des rapports et des rapports et des rapports et des rapports pour dire qu'il se passe ce qui se passe et à quel point c'est urgent, mais rien ne bouge. Eh bien, il y a un groupe de scientifiques qui réagissent de manière totalement différente parce qu'on ne les écoute pas. Donc, je ne sais pas si c'est une question, si c'est vraiment la question posée, mais en relation. Peut-être que Tracy pourrait mieux répondre à la question en ce qui concerne les autorités de santé, mais je pourrais dire que la famine et du UFPLC, en fait, la réponse est insuffisante pour atténuer les effets dans des pays à pauvres revenus. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités pour transférer la technologie, les innovations, mais c'est vrai qu'il manque des fonds pour la technologie à basse émission. C'est insuffisant, en tout cas. Donc, je vais passer la question à Tracy. Donc, vous êtes d'accord qu'il manque la mise en place des solutions et on espère que ça ira plus vite, que les actions soient en ligne avec des engagements. Tracy, à vous. Alors, j'aurais une autre question. Je traduis. Alors, où trouver les ressources pour les solutions, pour la mise en place des solutions dans des territoires différents? Comment faites-vous pour trouver des fonds de financement? On en a parlé dans la dernière discussion. Oui, merci, Chris. Moi, je pense que la responsabilité, rendre des comptes, c'est très important dans cette conversation. C'est vrai, c'est différent par pays, mais les gouvernements vont se concentrer sur certaines choses différentes. L'engagement dit, il faut que l'engagement doit être sur le premier plan. Et il faut vraiment essayer de réaliser les exigences du COP26. Les scientifiques et la communauté, pour moi, c'est comment les gouvernements, en fait, c'est un pays avec des services publics, comment faire en sorte que les services publics rendent compte pour livrer les services, pour prendre les bonnes décisions. Et Christina y a touché. Elle a parlé là-dessus. Du point de vue santé publique, on présente les résultats en regardant donc le retour sur l'investissement social. Comme ça, les gens voient les décisions prises, le retour sur l'investissement en s'attaquant au changement climatique. Mais je pense que les ressources, c'est compliqué.
C'est difficile de se dire qu'on a bien travaillé, on a fait un super travail en coordonnant des ressources. C'est très utile pour tous les pays, mais il faut que les gens aient du temps pour regarder tout cela. Mais du point de vue gallois, nous avons beaucoup de chance. Nous avons une législation qui s'appelle donc le bien-être des futures générations, qui veut dire qu'en fait, on prend des décisions aujourd'hui pour les investissements dans l'avenir. C'est-à-dire comment justement gérer les changements climatiques. Donc, dans tout le gouvernement, donc nous avons un commissaire aussi qui, en fait, oblige le gouvernement à rendre compte de ces choses. Donc, pour vous, Francesca, l'OMS, vous avez donc des comités interagences avec des comités, des manifestos et tout ça. Alors, à quel point il y a eu un impact positif dans ces pays, par exemple des villes qui ont peu de ressources, un peu lié à la précédente question. Comment peut la communauté scientifique aider pour qu'il y ait plus de participation et que ce soit un processus plus inclusif? Si vous pouviez répondre, Francesca. Oui, merci. National initiatives. I was alluding at the beginning of my intervention to this new one, which is the COP26 health program. Je disais que il y a tellement d'initiatives, la COP26, il y a 20 membres qui ont signé, dont 9 en Europe. Et surtout, le secteur santé est obligé de mener quelques actions, donc assistance au niveau climat. Et le deuxième, il s'agit de développer l'assistance locale. Donc, vous voyez que il y a beaucoup d'initiatives, mais petit à petit, on opère une différence. Il faut vous rappeler que pour la première fois, la santé est mentionnée très clairement sur l'ordre du jour de la COP. Donc, c'est une réussite de ce point de vue-là. Donc, avec une mobilisation des professionnels de santé, avec des millions de professionnels de santé qui sont mobilisés, qui signent des pétitions pour attirer l'attention sur leur domaine. Et donc, ces signatures veut dire c'est un signe qu'on a commencé à parler du changement climatique il y a quelques secondes, mais en fait, maintenant, il y a une vraie place pour la santé. Il s'opère une vraie différence. Alors, comment on peut encourager la participation, que ce soit plus participatif? C'est à nous de faire en sorte que tous s'approprient l'ordre du jour. On parlait de cette démarche intergénérationnelle et c'est la responsabilité de toute la société. Nous avons une responsabilité envers nos jeunes. Donc, accepter, endosser cette responsabilité, s'approprier l'agenda, en fait, doit se traduire en action maintenant. Donc, nous avons beaucoup d'outils pratiques à déployer dans des conditions, dans des endroits, en fait, avec peu de technologie, peu d'accès, sans avoir toute une connaissance de base de données épidémiologiques ou de modélisation. Donc, on peut avoir juste un logiciel pour mesurer l'impact sur la santé en ce qui concerne une baisse de pollution atmosphérique et aussi augmenter le cyclisme. Donc, tous ceux qui ont accès aux universités sophistiquées ou moins, donc on peut estimer, calculer économiquement les bénéfices de santé en augmentant une activité physique et donc en réduisant le carbone. On voit deux chiffres. Le nombre de personnes impactées par l'intervention que vous menez et puis en voyant donc la quantité de pas ou de kilomètres cyclés. Donc, on a des preuves. Il faut les distiller, ces preuves, de manière à ce qu'elles soient utilisées et utilisables au travers des frontières par des personnes différentes, par les décisionnaires différents, par des personnes qui établissent des politiques et par les militants.
Et je pense que les preuves les plus récentes qui rassemblent les bénéfices de la nature, des espaces verts et sur la santé, en fait, ce serait un outil additionnel pour soutenir l'action. Mais c'est vrai que bon, c'est loin, hein, c'est un grand chemin. Merci beaucoup, Francesca. Une dernière question, il nous reste quelques minutes, qui s'adresse à Tracy. J'aimerais également écouter une réponse d'Alexandra. Essayez d'être donc toutes les deux brèves dans vos réponses. Comment pouvez-vous faire la différence entre les répercussions respectives de la Covid, du changement climatique et du Brexit sur la santé, puisque les trois semblent assez liés? Tout à fait. J'ai partagé les deux rapports dont j'ai parlé dans les ressources de la conférence. Vous pourrez y avoir accès. Moi, j'aimerais dire que c'est un ensemble d'avantages et d'inconvénients. Nous avons lancé des enquêtes hebdomadaires depuis 2020 sur cela pour récolter les impressions des populations sur la qualité de l'air, le bien-être mental, des facteurs sociaux. Et on voit donc des fluctuations au cours des confinements. Donc on a essayé de tracer cela, de quantifier les impacts sur la santé des populations. Le rapport sur l'équité en matière de santé dont j'ai parlé, Chris, nous donne une vision précise. Donc, vous pourrez lire les résultats de ce rapport. Je vais m'arrêter là, effectivement. Oui, il y a encore beaucoup de travail à faire, bien sûr. Et Alexandra, un dernier mot. Peut-être comment faites-vous la différence dans votre réponse au changement climatique? Évidemment, nous allons nous concentrer sur le changement climatique et la santé. Effectivement, je ne peux pas parler des répercussions du Brexit dans l'Union européenne. Mais un point intéressant, un intérêt ici, c'est la mortalité et un réseau qui récolte des données hebdomadaires sur la mortalité. Et on voit évidemment des pics pendant les différentes vagues et les différents pays. Et quand on regarde les mois d'été dans certains pays, on voit les pics de mortalité lorsque les températures sont élevées et plus particulièrement dans les populations les plus âgées. C'est là qu'on peut voir comment étudier ces données pour faire la différence entre les différentes répercussions. Et quand on parle de la COVID-19, on espère que cela aura des répercussions sur le court terme sur la santé humaine. Et nous pourrons ensuite étudier les tendances et les projections futures. Merci à Alexandra, Tracy, Francesca, Christina. Nous pouvons donc applaudir notre panel. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais vous rappeler que si vous êtes en ligne, il y a donc une section ressources, un portail où vous pourrez avoir accès à un grand nombre d'informations sur la journée d'aujourd'hui. Vous y verrez les présentations PowerPoint, les vidéos dans les prochains jours. Au nuage de mots, mettons le nuage de mots là sur l'écran. Quel mot retenez-vous de la journée? Quel mot? Dans un mot ou deux? Voilà. Scientific resources, transformation. Oui. Participating solutions. D'accord.